Vous êtes bien sur France 24. Merci de nous rejoindre dans la semaine de l'écho, un magazine entièrement consacré à cette opération sans équivalent dans l'histoire de la finance. Ce vendredi 12 juin, SpaceX débarque à Wall Street. L'entreprise spatiale californienne, création et propriété d'Elon Musk, fait ses premiers pas sur le marché action américain avec des chiffres qui donnent le vertige. On va en parler dans la semaine de l'écho avec nos invités. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse marché chez IG France, cette société financière spécialisée dans l'investissement boursier. Bonjour Paco Mrévillon. Vous êtes le PDG de Novaspace, un cabinet de consultants spécialisé dans l'industrie spatiale. Et bonjour à vous, Pierre Lyonnais, directeur de recherche à Eurospace, la fédération des professionnels de l'industrie spatiale européenne. Alors, on a découvert les images d'Elon Musk devant ses équipes de SpaceX à Starbase au Texas. Elon Musk qui semblait ne pas revenir du chemin parcouru. On l'écoute. Je donnais à SpaceX moins de 10% de chance de réussite. Je le disais, ça va probablement échouer, mais nous devons le tenter. Parce que si une nouvelle compagnie ne se lance pas dans le spatial, nous ne deviendrons jamais une civilisation tournée vers l'espace. Il y a d'autres entreprises qui construisent de bonnes fusées, et tout le reste, mais elles ne cherchent pas à développer la technologie nécessaire pour s'installer sur d'autres planètes. Voilà, Elon Musk qui nous promet la Lune, Mars et d'autres planètes. On va y revenir, mais d'abord le rappel de ces chiffres qui donnent le tournis. Elon Musk met 555 millions d'actions SpaceX sur le marché. Prix unitaire, $135. Si l'opération réussit, SpaceX devrait lever entre 75 et 80 milliards de dollars en cédant seulement 4% de son capital, et pas de raison que l'opération ne soit pas un succès puisque la demande est 10 fois supérieure à l'offre. Alexandre Baradez, de mémoire d'analyste financier, est-ce que vous vous souvenez de chiffres aussi stratosphériques? Non, pour l'introduction en bourse, c'est un record. Le précédent, c'était la compagnie saoudienne Saudi Aramco, qui était déjà à l'époque une opération assez gigantesque, le 25 milliards de levée. Et donc là, on est sur des bases 3 fois supérieures pour Elon Musk. Alibaba aussi, qui était dans le top 3, top 4, à peu près sur les mêmes bases de 20-25 milliards. Donc là, on est vraiment 3 crans au-dessus. Et sachant que c'est probablement le préambule à d'autres très grosses introductions en bourse dans le secteur de l'intelligence artificielle. On parle d'Anthropic qui a déposé une demande auprès de la SEC. On parle de OpenAI aussi, un des concurrents, donc les concurrents d'Elon Musk dans l'IA. Donc oui, c'est une opération record et ça valoriserait... si les prix restaient en l'état, mais apparemment, là, au moment où on se parle, les niveaux de pré-introduction, c'est plutôt $160 que de pré-ouverture. Donc on est déjà au-dessus du prix d'introduction. Voilà, mais sachant que les journées d'introduction, ça peut être extraordinairement sportif. Il faut pouvoir des plus 30%, puis finir à moins 20%. Voilà, les premières heures de cotation n'ont pas forcément beaucoup de valeur, mais imaginons que nous restions pendant 15 jours sur ces niveaux d'introduction à 135. 15 jours, pourquoi? Parce qu'on rentre au Nasdaq ensuite, c'est ce qui est prévu. Le Nasdaq 100 d'ailleurs, le plus gros indice tech américain, et la bourse américaine a créé une procédure spéciale pour que SpaceX puisse rentrer le plus vite possible au On va y revenir justement, parce que cette procédure, elle m'intéresse énormément. Voilà. Juste un mot de la valorisation, puisque cette entrée en bourse permettrait à SpaceX d'afficher une valorisation qui est estimée dans une fourchette de 1765 à 2000 milliards de dollars. Je sais que c'est assez idiot de faire ce genre de comparaison, mais j'ai regardé les PIB des grandes nations. Le PIB de l'Arabie Saoudite, c'est moins de 1400 milliards de dollars. Donc on est largement au-dessus. Si on regarde les capitalisations boursières, les plus grosses en tout cas sur le marché américain, on est quand même assez loin de Nvidia, de Alphabet, de Apple, mais on se rapproche quand même assez vite de Microsoft, d'Amazon, et on est au-dessus de Tesla. Pour vous, Pierre Lyonnais, qu'est-ce que ça inspire, ce genre de chiffres ? On a vu clairement sur les marchés boursiers récemment, les acteurs de l'industrie spatiale bénéficier d'un très fort intérêt des investisseurs, surtout dans le retail. Donc on a vu des valorisations très très fortes de tous les acteurs qu'on appelle du New Space. On pense à Rocket Lab, qui est le
petit SpaceX, on pense à STS qui est le petit Starlink. Donc je ne suis pas surpris par cette valorisation énorme, d'autant qu'elle n'inclut pas que la dimension espace. Avant la fusion avec XAI, l'entreprise de SpaceX, qui était encore une entreprise privée, était valorisée à 750 milliards. Donc là, elle a fusionné avec XAI, elle a donc augmenté son assiette, et aujourd'hui, je pense que le gros de la valorisation, présenté d'ailleurs par le document financier, est bien attaché au potentiel de l'intelligence artificielle, beaucoup plus qu'au potentiel du spatial. En revanche, j'aime à souligner qu'aujourd'hui, la carte que joue Elon Musk sur l'intelligence artificielle, il veut la nouer intimement avec son projet de data center en orbite. Et que donc l'intelligence artificielle n'est plus juste l'intelligence artificielle, c'est aussi une solution technique clivante. C'est très intéressant. On parle là donc d'une solution quasiment intégrée. Pacôme Révillon, moi quand je regarde ces chiffres, on parle quand même d'une valorisation globale qui représenterait près de 100 fois le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2025. On va rappeler quand même que SpaceX perdait de l'argent l'année dernière. J'ai dit 100 fois le chiffre d'affaires, alors que la valorisation de Tesla, par exemple, c'est 15 fois son chiffre d'affaires. Pour vous, qu'est-ce qui justifie ce décalage ? Je pense d'abord, si on regarde la trajectoire de SpaceX au fil du temps, qui a été mentionnée, c'est comme une trajectoire de croissance assez forte, dans la mesure où on est avec un acteur qui a réussi à créer de véritables ruptures d'un facteur 10 ou plus par rapport à tous les concurrents de la place du secteur spatial, donc selon les mesures qu'on peut envisager. Et ensuite, ça dépend un peu de la croyance qu'on a de sa capacité sur un marché autrement plus large comme l'intelligence artificielle de reproduire le même schéma d'avance technologique sur la concurrence et de prise de part de marché dans une position de leadership, si ce n'est une position dominante, dans ce domaine de l'IA, en plus de la position de reproduire finalement le schéma qu'il a pu faire dans le spatial. Mais clairement, par rapport même à toutes les sociétés comparables du spatial, on a un univers de différence par rapport à la plupart de ces sociétés qui culminent en général à quelques dizaines de milliards de valorisation et encore après des augmentations, voire autour de la centaine. Et on est plus dans le domaine de l'IA, comme mentionné, en termes de comparables proches, si on voulait trouver des choses de même nature. Une valorisation qui est méritée pour vous, Alexandre Bardès ? Encore une fois, on parle du Nasdaq. Pourquoi ? Parce que si SpaceX rentre dans le Nasdaq d'ici 15 jours, il se trouvera sur ces niveaux de valorisation à la 7e place du Nasdaq 100, donc on indice d'un peu plus de 100 valeurs, et SpaceX sera entouré d'entreprises toutes plus rentables les unes que les autres. Vous les avez citées, il y a Nvidia, Meta, Microsoft, Apple, etc. Et d'ailleurs, SpaceX se trouvait juste au-dessus de Tesla dans le classement, donc Tesla à peu près 1500 milliards de market cap, et là on sera sur du 1800 milliards. Mais donc dans ce top 10, même top 20 du Nasdaq, il n'y a que des entreprises toutes extraordinairement rentables. Donc, la question du maintien à ce niveau-là pendant quelques temps va quand même se poser à un moment donné, mais c'est vrai que la valorisation est telle parce que Elon Musk, via Tesla, a habitué les marchés, et pour moi ça reste pas un mystère, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui Tesla se fait encore 300 fois les bénéfices en bourse, c'est un ratio de valorisation. Le Nasdaq 100... C'est un des thermomètres utilisés par les marchés. Le Nasdaq 100, c'est l'indice américain le plus cher déjà, parce que c'est des entreprises de croissance, effectivement, donc on regarde de loin, et on a des ambitions fortes pour ces entreprises, donc il est normal de les payer plus cher que des entreprises, des small cap, des mid cap, des entreprises de taille plus petite. Mais au sein même de ces entreprises, qui sont les plus grosses entreprises de croissance même de la planète, eh bien le ratio de valorisation moyen du Nasdaq 100, c'est 37 fois les bénéfices. Et Tesla, depuis des années, se paie plusieurs centaines de fois les bénéfices. C'est-à-dire que malgré le fait, c'est une entreprise rentable Tesla, mais qui ne gagne pas non plus ce que peut gagner en Alphabet ou d'autres titans de la tech, eh bien les investisseurs acceptent cette valorisation et ça ne les a pas gênés. Ils maintiennent toujours leur position. Alors il y a des grosses variations sur le titre Tesla au fil des années, mais c'est une entreprise qui s'est toujours payée beaucoup, beaucoup plus cher que la moyenne du Nasdaq. Ça veut dire qu'on donne une prime à l'univers Musk, Pierre Lyonnais ? De façon très très claire, nous on l'a vu dans le secteur spatial où Musk a quand même été capable de créer tout un mouvement d'entreprises à lui tout seul. On ne compte pas aujourd'hui, enfin moi je les compte parce que c'est mon métier, mais je dirais qu'il y a aujourd'hui 1 millier de startups qui ont été montées depuis la fondation de SpaceX et de Blue Origin qui est quand même venu 2 ans auparavant, donc il faut donner un petit peu de crédit à Jeff Bezos. Alors, il n'a pas le même niveau de réussite, mais lui aussi, il était un petit peu dans cette démarche-là, d'ouvrir un petit peu cette voie vers les étoiles. Alors, quelque part, ça fait rêver, quelque part, il y a une dimension d'irrationnel. Moi-même, je suis très terre-à-terre, donc j'ai toujours tendance à dire, c'est peut-être un peu beaucoup. Malgré tout, il faut reconnaître, Elon Musk, cette capacité à attirer vers lui des investisseurs qui lui font confiance sur la durée. Et avec SpaceX, alors avec XAI, c'est encore un peu tôt pour dire, mais avec SpaceX, il a clairement prouvé qu'on pouvait changer le modèle industriel du spatial. Il a donné de grosses leçons au secteur en règle générale.
Et on attend maintenant de voir la transformation avec ce fameux nouveau lanceur Starship. Alors, on l'a senti dans les propos d'Elon Musk, cette introduction en bourse, c'est un aboutissement parce que le cheminement de SpaceX n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est une entreprise qui revient de loin. Récit d'une saga de 25 ans avec Agnès Le Cossec. Un lancement symbolique, quelques semaines avant l'introduction en bourse de SpaceX, le baptême de feu de la nouvelle version de son Starship. J'ai déjà assisté à des lancements à Cap Canaveral, mais rien de comparable, parce que le but ici, c'est d'aller sur Mars. C'est ça qui est incroyable. J'ai déposé ma candidature pour être un des premiers passagers vers Mars. Et j'attends la réponse. Aller sur Mars, l'objectif affiché par Elon Musk lors de la création de son entreprise SpaceX en 2002. Depuis, sa compagnie a connu son lot de turbulences. Engluée dans les difficultés financières en 2008, SpaceX est sauvée par la NASA. L'agence spatiale américaine, qui commence à l'époque à se tourner vers les acteurs privés, signe avec l'entreprise d'Elon Musk un juteux contrat pour le transport de fret vers la Station spatiale internationale. Depuis, les commandes publiques se succèdent et financent notamment le développement de lanceurs réutilisables. Le premier vol avec un lanceur recyclé s'est passé à la perfection. La fusée est revenue après avoir abandonné son deuxième étage et s'est reposée sur la plateforme comme prévu. C'est un jour formidable, je pense, pour SpaceX et pour l'industrie spatiale tout entière. Cela signifie que vous pouvez faire voler plusieurs fois le premier étage des fusées, qui est la partie la plus chère. SpaceX développe également, avec son service Starlink, un réseau de satellites dont le nombre dépasse les 10 000 aujourd'hui, soit environ 2/3 des satellites en orbite autour de la planète. Si les voyages habités vers Mars paraissent être encore un rêve inatteignable pour les scientifiques, SpaceX est devenu un acteur incontournable de l'économie spatiale. Alors, d'accord, c'est vrai, c'est un succès, c'est une merci la NASA et effectivement le parcours a été quand même plutôt triomphant en tout cas en termes industriels. Mais voilà, je note quand même certaines critiques. Un podcasteur américain très influent a dit à ce prix-là, vous n'achetez pas une entreprise, vous achetez du rêve. Un expert parle d'une opération sous stéroïdes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut imaginer que là, on soit en train de parler du commencement d'une bulle? Alors, il y a déjà deux petits constats à faire sur le cadre plus général des introductions en bourse aux États-Unis. C'est vrai qu'on voit que les demandes de dépôt de dossiers auprès de la SEC de grands groupes type Anthropic ou OpenAI sont multipliées. Et globalement, il y a une accélération des introductions en bourse ces derniers mois. Donc, dans les cycles boursiers, habituellement, quand il y a beaucoup d'introductions en bourse, soit effectivement ces entreprises qui ont gravi les échelons progressivement comme SpaceX, parfois aussi c'est ce qu'on appelle des portes de sortie, des exits, on cherche l'exit value, c'est-à-dire la porte de sortie pour des entreprises du private equity, c'est-à-dire de la sphère privée qui veulent se débarrasser un peu parce que les valorisations sont un peu dures à justifier entre grands groupes, donc on les met en bourse pour aller chercher le grand public. Donc ça peut nous dire quand même quelques éléments sur la maturité du cycle boursier américain sur la tech. Et puis il y a cette question effectivement de la valorisation, ce que disait ce podcasteur, et je rebondirai sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir aujourd'hui quand vous achetez SpaceX, vous achetez plus une entreprise de l'IA que du spatial. Juste un chiffre, je ne vais pas faire trop long, après on pourra en détailler si vous voulez, mais aujourd'hui le niveau de dépenses prévues en 2026, ce qu'on appelle le CAPEX, les dépenses d'investissement prévues sur l'année, vous avez 3/4 du CAPEX qui va être attribué, qui va être destiné à XAI, c'est-à-dire une des 3 divisions de SpaceX, et le quart restant seulement à la connectivité et au spatial. Donc le gros de la dépense aujourd'hui chez SpaceX, et ce qui a d'ailleurs fait passer les comptes dans le rouge depuis quelques trimestres, c'est bien l'IA. Si vous enlevez l'IA de SpaceX, effectivement c'est une entreprise rentable. Avec l'IA, ça l'est moins. On va y revenir sur cet aspect. Mastodonte, Alphabet et d'autres qui, eux, mettent des sommes plus importantes encore que SpaceX pour le développement de l'IA. Alors, on va y revenir sur cet aspect. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur quelques phrases du dossier de présentation aux gendarmes boursiers pour cette introduction en bourse. SpaceX se donne la mission de comprendre la véritable nature de l'univers et d'étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles. Alors ça, c'est un document financier. Est-ce qu'on n'est pas plus proche d'une philosophie de gourou que de la rationalité du monde de la finance? Je pense qu'il y a un élément visionnaire à l'intérieur, sans aucun doute. Quand on parle même des multiples économiques, etc., c'est difficile de se raccrocher au mode de calcul habituel pour trouver un rationnel. Ensuite, par rapport à ça et par rapport à cette vision que Elon Musk porte depuis des années d'ailleurs, mais qu'il a amené dans son document financier, ce qui est quand même assez unique,
La réalité du personnage d'Elon Musk dans le spatial, c'est que oui, on dit que la NASA l'a sauvé, mais quand même, elle ne l'a pas sauvé uniquement parce qu'elle avait envie de faire plaisir à Elon Musk. Elle y a cru et la société a livré, la société a développé du lancement réutilisable, la société a une constellation de plus de 9000 satellites quand tous les acteurs jusqu'à présent avaient plafonné au maximum à une centaine ou deux. Il a apporté l'électronique grand public dans le spatial, les antennes qu'on voyait dans le reportage, c'est vraiment eux qui les ont introduits. Avant, on était sur d'autres types d'antennes. Donc il a apporté des choses qui n'existaient pas dans le spatial, que personne ne pensait possible et qu'il a rendu possible. Donc dans le narratif, on est dans la valorisation IA, mais avec cette histoire, et ce qu'il amène aussi dans cet élément visionnaire, dans lequel on veut croire ou pas, c'est qu'il a apporté du possible dans une industrie là où on pensait qu'un certain nombre de concepts étaient inatteignables. Et c'est la storyline, entre guillemets, l'histoire qui est aussi racontée dans cette IPO à laquelle on veut se raccrocher ou pas dans ce côté visionnaire. Pierre Lyonnais, est-ce qu'il faut se résoudre au fait que Elon Musk a forcé les marchés financiers et aussi les industriels à établir une échelle de valeur qui lui soit propre à lui? Il la cite, c'est l'échelle de Kardashev. Excusez-moi, je fais une blague, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il démarre donc la présentation de la mise en bourse de sa société, vers le public d'ailleurs, parce que le gendarme de la bourse, lui, n'est là que pour valider le document, mais il s'adresse donc aux investisseurs et qu'il annonce donc son grand plan donc de l'extension de cette lumière de l'humanité. Il parle donc du point de vue que des extraterrestres pourraient porter sur la civilisation humaine. Et donc l'échelle de Kardashev serait la mesure objective que les aliens utiliseraient pour juger du développement de l'espèce humaine. Et son objectif à lui, présenté donc ce mini-site avec des vidéos qui s'appelle SpaceX IPO, où il explique que donc l'objectif, c'est bien de faire évoluer la race humaine. C'est intéressant parce qu'en fait, Elon Musk n'est pas tout seul dans ce genre de prise de position et de prise de parole. Mais quand on voit, par exemple, Peter Thiel qui fait la tournée de l'Europe pour parler de l'antéchrist, mais l'antéchrist, c'est les gens qui pensent au changement climatique, c'est les socialistes. Donc, on est quand même sur une transformation du capitalisme qui part en fait d'un capitalisme qui était très terre-à-terre, rationnel, vers aujourd'hui un capitalisme porté vers un avenir très très loin, y compris futuriste, avec des techno-optimistes qui donc fatalement vont s'appuyer sur ce genre de narratif. Donc là-dessus, j'estime qu'il est dans la ligne de ces mouvements. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu au côté très financier. Vous l'avez dit tout à l'heure, SpaceX va intégrer l'indice Nasdaq dans une quinzaine de jours grâce à un changement de règles sur mesure, c'est vraiment sur mesure. Est-ce qu'il y a des risques pour l'environnement boursier de ce qu'on appelle la tech? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les investissements? Alors, sur cette seule valeur, non. Même si SpaceX perdait, après l'inclusion dans le Nasdaq, 50%, son poids au sein de l'indice, c'est un indice aujourd'hui, le Nasdaq 100, qui représente un peu plus de 30 000 milliards de valeur totale. D'accord. Et si on prend le SP500, qui est un indice plus large, le plus gros indice américain, on frôle les 70 000 milliards de taille de marché. Donc même une entreprise qui baisserait là-dedans, qui pèse 2 000 milliards rapporté à ça, ça ferait peut-être quelques pourcents de baisse. Par contre, c'est l'effet psychologique, c'est de se dire, attention, c'est un effet de contagion à d'autres valeurs de l'IA, et on sait que le rallye des 2-3 derniers mois, par exemple, pourquoi l'Europe a vu ses marchés à peu près stagner, et pourquoi les marchés américains, depuis 3 mois, malgré le choc en Iran, le choc énergie, pourquoi le Nasdaq a grimpé ou le SP500 a grimpé, c'est exclusivement, quasiment, grâce au rallye sur les semi-conducteurs, toute la partie infrastructure IA, qui a boosté ces indices. Donc, il y a un côté, effectivement, il y a un côté un peu meute comme ça et groupe à la fois qui tirent les investisseurs derrière eux, mais qui sont aussi des concurrents un peu frontaux. Et c'est là que je disais que le pari de Musk dans l'IA, quand on voit le CAPEX, donc les dépenses d'investissement prévues pour cette année, c'est à peu près 30 milliards de dollars. Donc dit comme ça, c'est gigantesque. Rapporté à des boîtes du CAC, c'est énorme. Mais Alphabet en face, donc la maison mère de Google, ses objectifs pour cette année, c'est de dépenser 180 à 190 milliards. C'est que Alphabet. Si vous prenez en face Meta, et on arrive dans quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, je ne vais pas faire trop long, qui est qu'auparavant, ces entreprises se finançaient par le cash, en fait, leur propre cash qui était réinvesti, un peu de dette via de l'obligataire. Mais ce qui est très nouveau depuis quelques jours, c'est qu'on voit Alphabet avoir annoncé des émissions d'actions nouvelles. Et ça, c'est très différent. Ça veut dire qu'on dilue du coup l'actionnariat existant, et pour des montants de 80 à 85 milliards, c'est ce qui est annoncé par Alphabet. Et Meta, les sources de presse indiquent que Meta va aussi prendre le chemin. Donc c'est très différent parce que là,
Alors c'est très bien, ça finance l'activité, mais pendant des années, même des décennies, ces entreprises rachetaient régulièrement leurs actions. Donc on diminue les actions en circulation, donc forcément les bénéfices par action étaient plus importants. Donc l'actionnaire était vraiment très très satisfait. Là, on assiste un peu au pic de ça, où on rouvre un petit peu le capital, on émet des actions nouvelles, et donc c'est un peu l'autre versant. Donc il y a comme une maturité du marché aujourd'hui là-dessus. Et juste un point sur la trajectoire de SpaceX, c'est qu'on a la trajectoire technologique, mais on a la trajectoire financière. Et en fait, ils ont connu une trajectoire d'augmentation très régulière de leur valorisation, ce qui leur a permis de lever du capital de façon très régulière en diluant de façon très limitée. Et donc, par rapport à la réalisation et l'investissement, ils sont quand même une société très peu endettée aujourd'hui, parce que finalement, ils ont fait beaucoup appel à des levées d'equity progressives avec des dilutions. Et c'est aussi ça qui a été un des éléments de leur recette et du succès et de leur capacité à aller très rapidement sans avoir un poids financier trop lourd dans toute la phase de développement d'entreprise. Alors, tout le monde se souvient des premiers essais de ce lanceur qui revient sur son pas de tir. Enfin, moi, je me souviens avoir été bluffé, littéralement. Pour vous, Pierre Lyonnais, est-ce qu'on peut parler d'une révolution, d'une véritable révolution dans l'industrie spatiale? C'est une révolution au sens où il y est arrivé. Mais donc moi qui suis depuis 30 ans dans le secteur, on a vu énormément de gens s'y essayer. Réussir à faire les premiers tests que ceux que faisait Elon Musk, ce qu'on appelait les tests du Hopper, donc c'est quelque chose qui se soulève à quelques centaines de mètres et qui est réattiré de façon contrôlée. Le problème, c'est que tous ces tests se faisaient et finissaient par coûter assez cher. Et finalement, les entreprises comme Boeing et Lockheed, qui ont travaillé sur ces sujets-là avec la NASA, finissaient par jeter l'éponge en se disant « ce n'est pas économiquement rentable ». Et c'est là que c'est intéressant de noter quand même qu'une des particularités du modèle du lancement réutilisable de SpaceX, c'est qu'il s'alimente à une quantité inouïe de demandes qu'il a créée lui-même avec Starlink. Et que donc, il a réussi à valider économiquement un modèle en fabriquant lui-même la demande qui par ailleurs n'aurait pas existé. Et qui a fait que les essais avant lui de lanceurs réutilisables, au-delà de la difficulté technique qui est moins importante que ce qu'on peut imaginer, sans vouloir diminuer la réussite, mais c'était toujours, oui, mais en fait, ça ne sert à rien. Donc, on finissait par laisser tomber parce qu'on regardait l'équation économique. Et Musk, avec SpaceX et donc la constellation Starlink, a créé ce volant de demande qui a permis de valider le modèle économique et technique. Donc, la réussite technique est indéniable, même si c'est un lanceur qui n'est pas conçu comme les lanceurs historiques, c'est-à-dire que c'est un lanceur qui a fait le choix de la simplicité et de la rusticité, à la place du choix de la performance, qui est celui qu'on retrouve sur des lanceurs comme le lanceur Ariane 6 en ce moment, ou le lanceur Vulcan, et quelque part peut-être même le lanceur New Glenn de Blue Origin. Eux, ils ont vraiment choisi de simplifier le design à l'extrême pour arriver donc à des coûts de fonctionnement très très faibles. Et ça, c'est une vraie réussite. Alors, on le disait tout à l'heure, SpaceX, en fait, c'est une solution intégrée. C'est comme ça que je l'appelle. Je ne sais pas si j'ai raison. Donc, il y a le lanceur, les data centers, les centres de données en bon français en orbite. Elon Musk est le seul à proposer cette solution. Pourquoi est-ce que les autres acteurs de l'IA ne sont pas intéressés justement à la mise en orbite des data centers ? Je pense que d'abord, ça dépend du point de départ et de l'origine de la société. Donc aujourd'hui, SpaceX a quand même des capacités assez uniques en termes d'ingénierie, de développement, etc., qui lui permettent de voir cet horizon. Pour des sociétés qui viendraient de l'IA sans aucune prédisposition et connaissance spatiale, pour le coup, le gap est quand même assez immense et il faut bâtir tout un écosystème et des partenaires. Donc c'est ça qui le rend envisageable. Ce qui ne veut pas dire que les data centers dans l'espace ne posent pas quand même des vrais challenges techniques considérables pour les années à venir. Le fait qu'il y ait déjà aujourd'hui ce qu'on va appeler du edge computing ou du traitement de données automatisé dans l'espace, ça arrive. NVIDIA a annoncé des produits dédiés, etc. Par contre, des data centers et des data centers de gros volumes dans l'espace, il y a des problématiques. Sans être l'ultime expert technique moi-même, il y a beaucoup de débats autour des capacités de refroidissement, d'autres éléments technologiques pour développer des data centers et en particulier des data centers massifs, avec aussi des besoins de rafraîchissement très réguliers de cette capacité en orbite et d'avoir des capacités de disponibilité du service qui soient exactement comparables à ce qu'on va trouver sur Terre. Donc il y a quand même un énorme gap à passer en termes de déploiement réel et de déploiement de data centers multiples pour pouvoir fournir le même type de garantie qu'on aurait au sol. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut quand même développer autour. Je me tourne vers l'homme de marché. OpenAI, fondateur de ChatGPT, et Anthropic, qui a créé le Claude, ont annoncé leur intention d'entrer sur le marché action. Alors, on se demande si c'est SpaceX qui a précipité le mouvement, si Elon Musk ne leur a pas coupé l'herbe sous le pied. Je pense que oui, parce qu'il y a aussi des rivalités, on sait, entre Sam Altman et plus que des rivalités et Elon Musk. Et
aujourd'hui, c'est la course au cash. La course, c'est des entreprises qui brûlent énormément de cash. Le développement de l'IA coûte des fortunes, donc il faut trouver du cash rapidement. On a eu des échos là aujourd'hui que Sam Altman devait faire un petit roadshow du côté de l'Arabie Saoudite, et puis le contexte géopolitique, ça s'est pas fait. Donc même Sam Altman avait prévu d'aller essayer de lever d'un peu de fonds du côté de l'Arabie Saoudite. Donc ça montre à quel point il y a une concurrence entre eux, mais il y a quand même quelque chose qui est très rationnel et qui peut plaire du coup aux investisseurs, c'est que Elon Musk dispose donc des capacités de puissance de calcul de les Colossus, et ces Colossus pendant quelques temps vont être loués à Anthropic, qui est donc un concurrent direct de XAI pour l'IA, pour des contrats de l'ordre de 1,25 milliard de dollars par mois. Par mois. Il y a aussi des deals qui ont été faits avec Amazon, donc c'est pragmatique. Ça veut dire Elon Musk sait qu'il a besoin d'argent, s'il faut temporairement louer ses puissances de calcul aux concurrents directs, il va le faire parce que c'est aussi une manière de rassurer un peu les investisseurs. Tout le monde a vu les comptes et le prospectus et a vu ce que ça coûtait de développer l'IA. Donc si on fait rentrer 1,5 milliard, 2 milliards tous les mois en location de puissance de calcul, eh bien ça s'ajoute finalement dans les comptes, et c'est pas plus mal, et ça rassure un peu les investisseurs. Alors on parle beaucoup de l'IA dans la nouvelle économie. Certains parlent d'une économie casino. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Paco Brivillon ? Alors, c'est beaucoup dire, il faut regarder l'IA en général. Non, mais le fait que l'IA soit un sujet de transformation de toutes les industries et de tous les usages, ça, je pense qu'il y a peu de doute là-dessus. On peut voir à quelle vitesse, quelle rentabilité, quel impact. C'est un petit peu le problème du prospectus, c'est qu'il y a un total addressable market, un marché total adressable, mais qui n'est pas forcément daté dans le temps. Donc, le fait que cette opportunité théorique soit gigantesque, c'est une chose. Le fait, et c'est beaucoup de débats qu'on voit arriver aujourd'hui, quel est le coût exact pour les entreprises, à quelle vitesse on peut trouver des retours sur investissement. À la limite, il pourrait aussi y avoir temporairement un petit effet de post-pandémie où il y avait un énorme investissement dans la digitalisation. Ensuite, les sociétés ont fait aussi une analyse de performance, de retour, d'ajustement du niveau d'investissement qu'elles pouvaient elles-mêmes se permettre en la matière pour ensuite continuer sur cette trajectoire. Donc je dirais que comme certains de ces marchés innovants, il peut y avoir un énorme enthousiasme. Ensuite, une petite période de rationalisation dans vraiment le développement des usages, avec structurellement quand même une croissance assez spectaculaire attendue dans les 10 ans à venir. On rentre dans l'inconnu avec l'émergence de ce secteur ? Honnêtement, ce n'est pas mon domaine de compétence, l'intelligence artificielle. En revanche, vous avez parlé de casino. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec SpaceX, en fait, on a une bulle qui gonfle une bulle. Puisque donc, pour les observateurs du marché boursier des entreprises du spatial, on est sur une hausse très très forte du cours de l'ensemble des acteurs, en particulier les acteurs nouveaux, qui comme SpaceX se sont valorisés 100, 200, 300 fois leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire des valorisations. Certains ont zéro en chiffre d'affaires, ils n'ont toujours pas de service disponible et ont quand même des valorisations très très fortes. Donc il y a une vraie bulle et un intérêt d'investisseurs sur ce segment-là. Et SpaceX réussit à fusionner avec celle que certains appellent la bulle de l'intelligence artificielle. Donc, a priori, il crée le plus gros ballon de tout le monde. Voilà, ça c'est certain. Est-ce que ça va atteindre les limites mécaniques de l'enveloppe et est-ce que ça va exploser ? Je pense qu'il y a toute une ingénierie administrative et financière qui permet, par l'introduction dans le Nasdaq 100, par l'introduction dans plein d'ETF qui sont aujourd'hui très excités. Donc, les ETF, c'est des sociétés qui font du placement en commun, grosso modo, on aurait appelé ça des SICAV ou des OPCVM à l'époque où j'étais plus jeune. On a quand même cet enthousiasme qui peut tendre à soutenir le cours, quels que soient les fondamentaux en fait de l'activité économique. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, puisqu'en fait, quand on parle de bulles, et du coup casino, c'est effectivement, on joue de l'argent et puis peut-être qu'on va tout perdre, c'est parce qu'en fait, on craint une explosion de cette bulle. Et avec la fusion de ces deux bulles, celle du spatial et celle de l'IA, je pense que SpaceX joue un jeu relativement dangereux. À partir de là, ce sont les investisseurs dans leur ensemble qui vont finir par être les arbitres du marché. S'ils continuent à y croire, et qui suis-je moi pour dire qu'il ne faut pas croire à ce projet ? Personnellement, je n'y crois pas. Mais si on y croit, il n'y a aucune raison d'abandonner Elon Musk en cours de route. Les investisseurs arbitrent de la réussite ou pas en bourse de SpaceX ? Oui, mais il faut vraiment se rappeler aussi les grosses introductions en bourse dans l'histoire, même dans la tech. C'est très très fréquent d'avoir, on appelle ça dans le jargon des drawdowns, c'est-à-dire des écarts entre le maximum matin et les points bas de plusieurs dizaines de pourcents. Des boîtes comme Facebook, par exemple, à l'époque, avaient lâché dans les 4 premiers mois quasiment 50% avant de trouver le prix juste et de repartir. Donc c'est à ça qu'il faut s'attendre. Et c'est d'ailleurs ce à quoi Tesla avait habitué les investisseurs. C'est une entreprise qui a pu faire x3 parfois, puis reperdre 50, 70%, puis refaire nous x3. Donc, celui qui croit effectivement à Elon Musk est habitué à ça via Tesla. Ceux qui, effectivement... La fameuse fanbase, voilà. les gens qui... 240 millions de followers sur X pour Elon Musk,
ça fait quand même des investisseurs potentiels. Oui, mais au-delà de ça, les marchés américains, on voit que ces dernières années, désormais, ce qu'on appelle le retail, c'est les investisseurs particuliers, en moyenne, c'est 30% des volumes observés tous les jours sur les marchés américains. Donc c'est une vraie force, en fait. Elon Musk s'adresse à eux directement par les réseaux sociaux ou autres, mais au-delà de ça, c'était déjà une force qui existait post-Covid ou autre, qui a eu des gros creux de marché. Le slogan « Buy the Dip », c'est en gros acheter le creux. Il y a une espèce comme ça de mantra, une espèce de slogan comme ça qui fait foi maintenant. Donc les investisseurs ont aussi appris à naviguer avec les gros creux de marché, et les particuliers sont moins un peu les dindons de la farce qu'il y avait une époque quand les gros institutionnels vendaient un peu leur valeur, ils vendaient ça aux particuliers. Aujourd'hui, les particuliers ont appris, en tout cas, il y aura des creux de marché comme toujours, mais à être un peu plus résilients que dans l'histoire des marchés. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que les petits porteurs, comme on les appelle en général, sont devenus plus matures avec le marché. Et plus résilients au choc, et plus opportunistes. Ils achètent les creux, ils ont moins peur quand ça fait moins de 30, et au contraire, ils redéploient du capital. Mais sauf, et je m'arrête là-dessus, le fait d'avoir des corrections de marché qui sont de plus en plus courtes, on l'a vu après le tarif douanier, on l'a vu là encore avec l'Iran, ça repart très vite. À un moment donné, quand les respirations de marché ne sont pas suffisantes, tout ça ne consolide pas assez, c'est la genèse des bulles en fait, dans l'histoire. Quand les creux sont pas assez longs, que ça monte tout le temps, à un moment donné, la valo devient insupportable et les accidents de marché arrivent. Donc là, on n'a pas encore eu ça, mais les valorisations deviennent de plus en plus élevées. Et clairement, il y a un gros risque de valorisation, mais la réalité de SpaceX dans les marchés sur lesquels il était positionné comme le spatial, c'est qu'aujourd'hui, c'est un acteur incontournable du spatial américain. Le gouvernement américain, aujourd'hui, pour un certain nombre de ses missions, de la défense à la station spatiale internationale sur certaines ambitions, ne pourrait pas faire sans SpaceX, en fait. Donc de ce point de vue, c'est une société qui est devenue absolument centrale. On ne pourrait pas dire incontournable, c'est pas too big to fail, mais trop stratégique pour, quoi qu'il arrive, faire une sortie de route complète, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils peuvent atteindre ce statut et ce niveau dans l'IA ? Ça c'est un pari immense, c'est une question. Mais c'est le pari sur le fait qu'on croit qu'ils peuvent devenir un de ces acteurs centraux incontournables du paysage américain dans le domaine de l'IA. C'est ça la promesse, en tout cas, une partie de la promesse de valeur. Alors, tout à l'heure, je faisais le comparatif avec le PIB de l'Arabie Saoudite, et je le fais pas je le fais vraiment de façon très très primaire, parce que quand on a une entreprise qui est valorisée, qui sera très certainement valorisée aux alentours des 2000 milliards de dollars, quand on a un Elon Musk qui du coup va devenir trillionnaire, c'est-à-dire que le premier milliardaire à 12 zéros quand même, ce n'est pas rien. Est-ce qu'on n'a pas l'émergence d'une nouvelle puissance industrielle, politique, géopolitique ? Moi, je suis partagé par rapport à cela, puisque d'un côté, on a beaucoup dit, y compris sur ce plateau aujourd'hui, que cette valorisation pourrait être excessive par rapport aux fondamentaux économiques de l'entreprise. Et du coup, en réalité, est-ce que cette immense valeur qui se crée pour le patrimoine de Elon Musk, en réalité, elle est elle-même l'effet d'une bulle, donc elle est remplie de gaz. Ce n'est pas... Du coup, cette puissance réelle, Paco nous disait à l'instant qu'effectivement, il était devenu un acteur important de l'écosystème militaro-spatial américain. Malgré tout en étant un acteur important de cet écosystème, il ne représente que 5% de la dépense de cet écosystème. Donc, il est important, mais il y en a d'autres avec lui. Autrement dit, il y a quand même cet effet, selon moi, de décrochage qui est très net entre la valeur de cette entreprise, que moi je qualifierais de boursouflée, et la contribution réelle de cette entreprise à la croissance économique, à la fourniture de services, que ce soit au département de la guerre américain, que ce soit aux consommateurs, que ce soit aux compagnies aériennes, et puis le service de lancement qui est aujourd'hui un des cœurs de marché de l'entreprise. C'est pour ça que donc, il a effectivement cette puissance, mais ça fait des années qu'Elon Musk peut aller où il veut, raconter ce qu'il veut, et personne ne va jamais lui chercher des poux dans la tête ou aller vers la contradiction. Il a des amis dans les gouvernements, et c'est un homme aujourd'hui qui est clairement sur le devant de la scène internationale, mondiale et géopolitique. Et le fait qu'aujourd'hui, sa richesse ait été formellement multipliée peut-être par 2 ou 3 par l'introduction en bourse de SpaceX, pour moi, ne change rien à la dimension réelle du personnage. Alors, à la limite, il aura peut-être un petit sujet de rétention des talents de l'entreprise après l'IPO, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'employés et de cadres dirigeants de l'entreprise qui vont devenir millionnaires, grâce à leur stock. Voilà, donc, millionnaires.
4 000 millionnaires. C'est l'estimation qui a été faite. Grâce à cette introduction. Donc ils peuvent rester à bord de l'aventure, mais quand même, certains pourraient aussi se poser les questions de prochain horizon pour eux ou après ce cycle qui les a amenés jusqu'ici. Vous avez déjà vu ça, vous, dans l'histoire des marchés boursiers? Oui, par rapport à Nvidia, c'est vrai qu'une entreprise juste avant, c'était Nvidia, où beaucoup de salariés sont devenus millionnaires aussi, vu l'envolée absolument stratosphérique des cours de Nvidia. On rappelle, Nvidia aujourd'hui, ça pèse à peu près 2,5 fois ce que pèse SpaceX aujourd'hui. Donc c'est une entreprise colossale. Et on voit que ces sujets, d'ailleurs, ont même créé des débats en Corée du Sud, par exemple. Là, vous avez les gens comme Samsung ou son concurrent, donc j'ai oublié le nom. Les gains sont tellement astronomiques que il y a eu des grèves. Alors que c'est rare d'une entreprise qui gagne autant d'argent d'avoir des grèves et qui ont débouché sur des vrais accords de redistribution et les salariés de Samsung. J'ai vu ça avec des primes astronomiques. Voilà. Donc c'est de l'ordre de 300 000 euros pour un salarié. Oui, ça ouvre même le débat un peu plus large de certains fonds souverains, c'est-à-dire que beaucoup ont un peu imité la Norvège avec le fonds souverain, et alors c'est un membre du conseil politique du gouvernement de Corée du Sud. Alors c'est sur un post Facebook qu'il a pris la liste, c'est mon avis perso, c'est pas l'avis du gouvernement, mais avait lancé l'idée. Il faudrait qu'on trouve un moyen, en gros, de récupérer un peu cette richesse pour créer un fonds souverain pour que une partie de la population bénéficie de la richesse générée par de belles entreprises. Donc ça, je pense, c'est des sujets qui peuvent peut-être aussi commencer à émerger un peu aux États-Unis sur un peu la répartition. C'est ça que la tech aujourd'hui capte, on le voit sur les bénéfices, en bourse, capte l'énorme partie de bénéfices. Pas comme Réveillon. Je dirais aussi qu'un des impacts post-IPO, et ce qu'on a pu voir dans le spatial, mais aussi dans l'IA, c'est que ça va aussi avoir un effet domino sur l'ensemble de l'organisation des secteurs, sur des opérations de M&A. Il y a eu des acquisitions déjà l'an dernier sur certains sujets pour du spectre ou des entreprises. Donc il y a aussi un effet domino dès lors qu'il y a eu des levées de fonds massives, de cash disponible qu'il faut soit investir parce qu'on a du CAPEX, soit qu'on va pouvoir investir pour racheter d'autres entreprises, qui concernent SpaceX, mais pas uniquement, ça concerne aussi un certain nombre d'entreprises du secteur spatial ou de l'IA qui elles-mêmes, dès qu'elles ont levé du cash, soit investissent en organique, soit vont contribuer aussi à une consolidation des secteurs et donc un effet domino sur l'ensemble de cet écosystème d'un certain point de vue. Et un dernier point d'intérêt aussi, on parlait tout à l'heure donc des levées de fonds additionnelles de Google par exemple. Quand le cours d'une entreprise est au plus haut, c'est a priori le meilleur moment pour lever des fonds additionnels, besoin ou pas d'ailleurs, puisque justement c'est là où on maximise le retour en minimisant la dilution. Et puis ça donne un avantage à tous les actionnaires historiques. Donc je pense que SpaceX va relever des fonds, je ne sais pas si c'est dans 1 an ou 2, mais quand on regarde le cash burn actuel, les 75 milliards ou 80 milliards qu'ils vont lever maintenant, en fait c'est peut-être 3 ans d'activité à condition que ce qu'on a vu aujourd'hui soit maintenu, mais s'ils accélèrent la dépense, dans 2 ans, ils ont à nouveau besoin de cash. Sauf si, d'un seul coup, ils ont une martingale magique et qu'ils ont commencé à gagner énormément d'argent avec l'IA, ce qui serait disruptif, puisque les gros acteurs de l'IA aujourd'hui ne continuent à ne pas gagner suffisamment d'argent pour couvrir leurs coûts. Donc c'est juste un moment, en fait. C'est le plus gros IPO qu'on n'a jamais vu, mais en fait, je pense que c'est le début d'une série de levées de fonds additionnelles. On ouvre la porte à une période d'inconnu, c'est ce que vous êtes en train de Certainement, mais je pense que le marché en a besoin. Je pense que le marché a été rationné en actions nouvelles notamment, ce qui explique aussi la montée très très forte des cours de bourse qu'on constate, y compris depuis la crise financière depuis 2008. On a eu une croissance quasiment systématique des cours de bourse depuis ce moment-là. Et je crois que c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, justement, toutes ces nouvelles introductions en bourse, et on peut imaginer énormément de nouvelles entreprises du spatial qui pourraient faire des IPO à venir pour profiter d'abord de ce montant, mais parce qu'il y a une vraie demande des investisseurs pour acheter des actions. Donc les actions nouvelles, c'est quand même la meilleure solution pour investir en bourse, plus que le rachat d'actions revendues par d'autres. Et juste une petite parenthèse, c'est vrai que le sujet, là on parle de choses sectorielles finalement, le spatial, l'IA, c'est devenu un sujet macroéconomique aux États-Unis. On voit dans les chiffres du PIB des derniers trimestres que le CAPEX, donc les dépenses des entreprises, aujourd'hui contribuent plus à la croissance que le contributeur habituel qu'à la consommation des Américains. Ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a plus de croissance générée aux États-Unis par les investissements titanesques de quelques groupes de la tech aux États-Unis, une dizaine, quinzaine, que de la consommation américaine. Donc certains disent c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire une fois qu'effectivement les CAPEX, les dépenses vont un peu plafonner parce qu'effectivement question de rentabilité et de retour sur investissement, eh bien, le consommateur américain, on le voit dans les enquêtes, et c'est ça qui est complètement frappant, c'est-à-dire que le consommateur américain n'a pas le moral du tout, alors qu'on est sur de la croissance américaine qui est pas mal, mais le consommateur, lui, subit les effets d'inflation ou autre, donc je dis pas ça pour faire un raisonnement économique, mais c'est devenu un sujet macroéconomique, voilà, c'est-à-dire que l'IA aux États-Unis est devenu un sujet qui tire l'économie américaine. Donc on est en train d'assister à une véritable transformation. Je ne suis pas sûr. En tout cas, pendant quelques temps, il y a un gonflement du PIB grâce à des investissements massifs et qui assurément ne pourront pas se maintenir à ce niveau-là pendant encore 10 ans. Ça va être une phase et à un moment donné, le CAPEX va devoir ralentir un peu pour des questions de rentabilité et les actionnaires peuvent aussi demander à un moment donné
Mais en tout cas aussi dans cette trajectoire ou cet écosystème de SpaceX, il y a cet énorme pari IA et on a parlé des data centers en orbite, il y a aussi tout un écosystème de connectivité. L'an dernier, ils ont quand même passé un accord pour à peu près 17 milliards de dollars, ce qui n'avait jamais été vu dans le secteur spatial, pour accéder principalement à des fréquences, leur permettant de développer leur nouveau concept de communication directement à nos smartphones. Donc en théorie, et en ayant le besoin de nouer des accords avec les opérateurs télécoms terrestres, en même temps, c'est la capacité à avoir un accès direct à un certain nombre d'utilisateurs sur Terre, soit nous en tant que particuliers, mais demain avec la robotique, les drones, les voitures, etc., dans l'idée que SpaceX peut potentiellement se faire de les usages possibles autour de ces infrastructures ou des données qui seront peut-être en orbite et qu'il faudra bien ramener sous différents modes et à travers différents canaux sur Terre. Voilà, c'est tout un écosystème en même temps sur lequel ils travaillent, qui seront des communications laser ou optiques, qui est de la communication type Starlink ou ces nouvelles générations directement au smartphone. Donc, dans sa vision, il y a aussi une vision assez holistique de quand même, je rentre dans la partie communication pour aller jusqu'à l'utilisateur final et en même temps, je veux maîtriser toute une partie de cette infrastructure IA et avec toujours cet élément de je pense que l'argent viendra beaucoup des usages, mais en même temps, j'investis dans l'infrastructure pour en être le maître, et c'est moi qui possède l'infrastructure et qui la contrôle. Il y a quand même cette vision systématique. Sachant que Elon Musk va garder 85% du capital de SpaceX, qu'il faudra qu'il se licencie lui-même, c'est lui qui décidera. On assiste quand même à une sorte... Enfin, on a l'impression qu'on assiste à un changement du capitalisme financier tel qu'on y était habitué aux États-Unis jusque-là, par exemple. Moi, je n'ai pas cette impression. C'est qu'il y a des époques où on se souvient que dans les années 2010 jusqu'à 2015, il y avait des investissements massifs dans le shale oil, de tout ce qui est infrastructure, donc tout ce qui est forage. Donc là, c'était les groupes pétroliers qui étaient les plus gros investisseurs. Par exemple, on se souvient de la bulle Internet, c'était déjà la tech à l'époque. Ça a dû effectivement largement consolider ensuite parce que ça avait été une euphorie beaucoup plus spectaculaire que celle qu'on a aujourd'hui sur l'IA, par exemple. Il y a eu les chemins de fer à une époque. Donc, c'est des cycles d'investissement, en fait. On en a connu d'autres. Et le modèle du capitalisme, les plus riches de l'époque, étaient certaines fois, c'était les pétroliers, d'autres, c'était les industriels. Aujourd'hui, c'est les gens de la tech. Pour moi, c'est juste un rappel des différentes époques, mais c'est des modèles qu'on a déjà vus se faire par le passé, d'après moi. Donc, l'histoire bégaye, en quelque sorte ? Peut-être, je pense qu'effectivement, on est là sur un cycle particulier. En revanche, ce qui est un peu spécial dans cette perception, c'est le type de présence et de relation qu'Elon Musk, en tant que capitaliste ou gros investisseur, noue avec la base. Que ce soit sa fanbase, je veux dire, on ne parlait pas d'une fanbase de Rockefeller, à ma connaissance. On n'a jamais parlé d'une fanbase de Jeff Bezos ou de Mark Zuckerberg. Au contraire, c'est plutôt des gens que le petit peuple, je vais dire, aimer et ne pas aimer. Alors qu'avec Elon Musk, on a effectivement un vrai enthousiasme et je crois qu'il a un vrai talent à capitaliser là-dessus. On aime ou on n'aime pas, c'est clairement quelque chose qui aujourd'hui est très, très, très disruptif. En préparant cette émission, j'ai posé la question à certains d'entre vous, de savoir si on pouvait comparer Elon Musk à un certain Steve Jobs. Exactement, j'allais parler d'Apple en me disant s'il y a un exemple un peu comparable, ce serait celui-là. Et la question qu'il y a pu avoir à l'époque de comment on pourra assurer la continuité après le décès de Steve Jobs. Est-ce que c'est une entreprise qui va pouvoir rester innovante, qui va pouvoir continuer à prospérer ? Il faut y avoir ce type d'interrogation. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, le fait de suivre les droits, la position absolument premium d'Elon Musk, les gens considèrent en même temps qu'il a une valeur, il a une partie de la valeur de l'entreprise. Clairement. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de la semaine de l'écho. Merci Alexandre Varadez, merci Paco Brévillon et merci Pierre Lyonnais d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.